Coucou la famille, comment allez-vous? C'est Adibola, vous m'avez reconnu. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de traitement du langage naturel. C'est une vidéo que je suis particulièrement heureux de faire. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va bien s'amuser et qu'on va apprendre des choses qui vont être un peu plus concrètes et beaucoup plus spécifiques. Alors, je vous invite à rester très attentif et très concentré parce que dans cette vidéo particulièrement, je vais essayer d'être beaucoup plus, enfin, toucher beaucoup plus du doigt des trucs que vous allez pouvoir implémenter de manière rapide. Si vous êtes un peu curieux et si vous êtes un peu discipliné, que vous me dérangez un peu quand même en privé en dehors de cette formation, je pourrais vous accompagner à mettre des trucs en place et tout. Bon, je ne promets rien, mais je pourrais quand même faire le maximum pour vous accompagner là-dessus. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de traitement de langage naturel. Je vous invite déjà à la partager, partager la formation. Chaque jour que vous venez vous poursuivre une vidéo là, vous allez partager la formation. Donc, allez partager en même temps à 5 personnes seulement et revenez. Donc, comme je le disais, nous allons parler de traitement de langage naturel. Alors, c'est quoi le traitement du langage naturel? Faut savoir que le traitement du langage naturel est une branche de l'intelligence artificielle qui se concentre sur la compréhension et la génération du langage humain par les machines. Donc, les machines vont générer du langage humain en mode, quand vous allez sur ChatGPT et vous lui donnez un test, vous lui donnez enfin, vous lui soumettez un prompt, bah, ChatGPT vous répond. Vous voyez donc, il vous répond d'une manière humaine. Parfois, vous avez l'impression, désolé, je suis un peu grippé. Parfois, vous avez l'impression que c'est un être humain qui se cache derrière la machine et derrière son clavier et qui répond, alors qu'en fait, c'est juste une machine qui a appris à répondre et à traiter le langage humain. Donc, la NLP, traitement de langage naturel, c'est ça, c'est son abréviation en anglais, vise à permettre aux ordinateurs de comprendre et d'analyser et de générer du test et de communiquer de manière beaucoup plus naturelle avec les utilisateurs. Donc, c'est l'une des composantes les plus importantes de l'intelligence artificielle parce que c'est ça qui fait que l'utilisateur qui est derrière et qui exploite l'intelligence artificielle, enfin, enfin, les outils d'intelligence artificielle peut communiquer de manière naturelle, peut se sentir à l'aise et peut, voilà, interagir beaucoup plus facilement. Donc, je vais maintenant vous donner, non, attendez. Quels sont on va parler déjà des objectifs du donc je disais qu'on allait parler, des objectifs, bon, objectif par objectif, je veux entendre application et voilà, application vraiment de ça, du le NLP vise, enfin, à permettre aux ordinateurs de comprendre et d'analyser et aussi de générer du texte comme je l'avais dit. Donc on va pouvoir l'utiliser dans la traduction automatique. Ça va faciliter la traduction automatique entre différentes langues et enfin, si vous avez un test en anglais, vous allez pouvoir le traduire en français. Vous voyez? Donc là maintenant, heu, les trucs qu'on fait de manière banale sont à peu près enfin, je suis en train de démystifier d'une certaine manière les trucs qu'on fait et qu'on ne comprend pas forcément comment ça se passe. Donc la traduction automatique, traitement de langage naturel, ça permet de surmonter des barrières linguistiques et de faciliter la communication entre les personnes qui parlent des langues différentes. Là, je parle de la traduction automatique, ouais. Donc après ça va, on peut utiliser dans le résumé automatique. Ça crée des systèmes qui vont extraire automatiquement les informations clés d'un texte long pour produire un résumé concis et pertinent. Heu, En classe, on nous avait fait la contraction de texte, mais je ne sais pas ce que le prof de français aurait voulu que nous utilisions des machines pour faire son exercice. Anyway, c'était très utile. Donc, vous savez, enfin, je sais que vous savez que les machines peuvent le faire et tout. Pour générer du texte, copy AI, pour les chatbots et les assistants virtuels. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos déjà. Les chatbots, heu, ça aide énormément. Les chatbots, ça aide énormément, énormément. Heu, Ce sont en fait des assistants virtuels qui utilisent, le NLP pour, comprendre et répondre aux requêtes des utilisateurs dans un langage naturel. Vous voyez donc, c'est hyper important. Nous Si vous êtes en train de suivre cette formation, vous avez eu à faire un chatbot que j'ai fait sur Telegram, je l'ai fait moi-même et le but en fait, c'était de faire en sorte que le processus d'inscription se fasse de manière naturelle, que, je puisque vous êtes énormément nombreux
avant que la formation ne soit lancée, il y avait plus de 300 personnes dans le canal Telegram. Donc je ne pouvais pas gérer et répondre aux personnes en même temps. Donc bien sûr, je suis derrière mon ordinateur tout le temps et tout, mais je suis quand même aidé par des intelligences artificielles que je mets en place pour répondre aux requêtes que vous allez formuler. Donc, heu je suis là, mais j'ai des assistants virtuels qui travaillent à faire en sorte que la News Academy soit quelque chose de bon. Donc, il y a certaines entreprises qui me contactent ou certaines entreprises vers qui je vais et je leur propose de mettre en place des chatbots pour euh, répondre à certaines questions récurrentes. Par exemple, ça va pouvoir répondre un chatbot, c'est la pluie ou quoi? Un chatbot peut prendre en compte la FAQ d'une entreprise et proposer une FAQ de qualité pour permettre aux utilisateurs enfin, de retrouver les trucs. Ça peut proposer des menus. Sur Facebook, on peut poser le délit beaucoup plus loin, de sorte à ce que ce soit ça qui vende et non un site web. Un site web, ça va être juste être en back-end et tout, mais on va faire un chatbot vraiment qui va se charger de vendre. Donc, c'est un truc vraiment poussé. Donc après, pour l'extraction d'informations, le NLP vise à extraire des informations utiles et structurées à partir de tests non structurés, tels que des documents, des courriels ou même des pages web. Ça s'appelle aussi le scrapping. Je pense que je vous en avais déjà parlé, je ne sais pas. Mais le scrapping, en fait, c'est une technique qui consiste à extraire des informations d'un site web principalement. Principalement, on peut le faire avec d'autres choses, mais principalement de sites web. Vous voyez? Donc, vous pouvez par exemple dire que vous allez vous rendre sur le site de la présidence de la République du Bénin et extraire toutes les adresses mail. Et je suis en train de donner un très mauvais exemple. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je suis en train de donner un très mauvais exemple. Vous allez vous rendre sur Alibaba. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus logique. Vous allez vous rendre sur Alibaba et vous allez dire que vous avez comme envie d'extraire toutes les adresses mail qui se retrouvent sur Alibaba. C'est faisable. Il y a des outils et des intelligences artificielles qui vous permettent de le faire. Vous allez le faire de manière automatique. Automatique, les gars. C'est dingue. Ça s'appelle du scrapping. C'est une technique qui permet de faire de la collecte de données. La collecte de données, principalement de collecter des adresses mail et tout ce que vous voulez. Ouais. Mais le scrapping, évidemment, a certaines règles qu'il faut suivre parce que ça permet de collecter des données. On ne peut pas collecter des données d'un utilisateur sans qu'on ait son consentement. Vous voyez donc, je ne connais pas forcément la réglementation européenne, mais je sais qu'au Bénin, c'est encadré. Donc, il va falloir faire attention. Je sais qu'en Afrique, c'est encadré. En Europe, je pense que ça doit l'être beaucoup plus. Moi, j'ai fait du scrapping dans le temps où je faisais de la prestation de service. J'ai fait du scrapping de manière automatique pour pouvoir contacter des entreprises. Mais vous voyez, moi, j'ai fait du cold calling à un moment. La technique, c'était d'appeler directement les entreprises au téléphone, leur proposer mes services. Si elles sont enchantées par mon service, je les conduis vers mon site web, on négocie, elles commandent et j'exécute les commandes. Mais à un moment, ça m'a fatigué parce que c'est beaucoup fastidieux. Donc, le truc, c'était qu'il fallait collecter les données un à un. Et c'est après que j'ai cherché à automatiser le processus et je me suis rendu compte qu'il y a un truc qu'on appelle le scrapping et ça m'a aidé. Je pouvais collecter 10 000 adresses mail en 24 heures. Et évidemment, tu ne peux pas exploiter 10 000, enfin, quand tu fais une campagne d'emailing, là, tu peux vraiment faire envoyer 10 000, enfin, si tu as l'argent pour payer, pour payer ta campagne d'emailing, tu peux exploiter cette adresse mail-là et c'est hyper intéressant. Tu peux faire du scrapping sur Facebook et tout. Bref, on n'est pas à un coup de scrapping, faut que je revienne à l'essentiel. Donc, euh, le NLP peut être utilisé aussi pour la reconnaissance vocale. Euh, le traitement de langage naturel joue vraiment un rôle clé dans le développement des systèmes de reconnaissance vocale qui permettent aux machines de comprendre la parole humaine. Donc, quand vous prenez votre téléphone et que vous dites OK Google et que votre téléphone se déverrouille ou que vous dites envoie-moi la localisation de tel et que votre téléphone se déverrouille, ce n'est pas anodin. Il y a un truc qui est derrière et qui permet, enfin, c'est le traitement de langage naturel qui est derrière ça. Vous voyez, donc voilà. Donc, vous savez, comme toute chose, il y a des défis. Donc, l'apprentissage automatique a certains défis. Certains défis. Il y a certains défis. euh, et je vais vous présenter juste quelques-uns. Déjà, le langage humain, il est ambigu. Euh, c'est avec des phrases. Enfin, quand je dis qu'il est ambigu,
les phrases que nous faisons peuvent avoir que nous faisons peuvent ouais, c'est ça, je ne me trompe pas. En fait, les phrases que nous disons et tout peuvent avoir plusieurs significations. Vous voyez, donc les mots, pardon, qu'est-ce que je raconte? Les mots peuvent avoir différents sens selon le contexte et les subtilités du langage. Donc ça rend la tâche beaucoup plus difficile. Ça fait que la compréhension est difficile pour les machines. Donc après, la variabilité linguistique. Ça, c'est la même chose, à peu près. Les langues naturelles présentent une grande variabilité en termes de grammaire, de vocabulaire, de syntaxe et d'expression régionale. Donc, l'expression mère en Côte d'Ivoire ne veut pas forcément dire la même chose au Bénin. Vous voyez, ça ne veut pas forcément dire la même chose en France. Selon les régions, il y a des spécificités qui sont propres euh, au langage et à la région. Donc, voilà. Après, le manque de données étiquetées. Pour entraîner des modèles de NLP, il est souvent nécessaire d'avoir des grandes quantités de données annotées, enfin, pas données annotées, je veux entendre données étiquetées. Donc, annoter manuellement de grandes quantités de données, c'est coûteux et ça prend énormément de temps et ça prend énormément de ressources aussi. Donc, la représentation du sens aussi, capturer le sens réel des mots et des phrases est un défi important pour les machines. Ça peut être hyper compliqué pour les machines parce que elles ne ressentent pas d'émotion. Après, l'adaptation du contexte, le langage humain est fortement contextuel, quoi. Vous voyez, donc, la signification d'une phrase dépend souvent du contexte dans lequel cette phrase-là est utilisée. Donc, ça peut être aussi un défi pour euh, les machines. Et comme je le disais, les machines n'ont pas d'émotion. Donc, le manque, le manque de compréhension du monde réel peut être un défi euh, pour les machines parce qu'elles ne comprennent pas forcément ou entièrement le langage humain. Vous voyez. Donc, les données aussi peuvent être, enfin, biaisées, quoi. Vous voyez. Bref, c'était quelques défis que je me disais que j'allais partager avec vous, que peut rencontrer le NLP. Donc, bien sûr, il y a des défis éthiques il y a des défis qui sont forcément d'ordre éthique et tout. euh, c'est c'est forcément d'ailleurs, c'est forcément l'une des questions les plus en vogue actuellement. On se pose beaucoup de questions sur l'éthique et la confidentialité parce que, heu, bien les données qui sont principalement traitées, ce sont des données, heu, qui sont sensibles et ensuite elles sont personnelles. Du coup, il est essentiel d'assurer que les modèles de NLP respectent la confidentialité et les normes éthiques concernant l'utilisation des données. Problème majeur, c'est que beaucoup de personnes ne connaissent pas la réglementation. Du coup, elles acceptent tout. Elles acceptent tout. Elles donnent le droit aux machines de disposer de leurs données comme elles veulent. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment, 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 vraiment dommage. Bon, on va parler maintenant, on va aller vers le chapitre 2. Dans le chapitre 2, nous allons parler des techniques de pré-traitement du test. Alors, première technique, c'est la normalisation du test. En fait, la normalisation du test est une étape cruciale dans le pré-traitement des données textuelles en NLP. Elle consiste à uniformiser le test en appliquant des transformations pour rendre les mots plus cohérents et comparables. Donc, un exemple de technique de normalisation, c'est la mise en minuscules. On peut prendre un test, ça c'est l'exemple le plus banal que j'ai trouvé. On va convertir tous les caractères en minuscules pour éviter les différences de cases et simplifier le traitement du test. Vous voyez. Après, on peut procéder à la suppression des accents. Les accents, on va remplacer les caractères accentués par leur équivalent non accentué pour éviter les problèmes de compatibilité. Donc, si on prend un E avec lequel il y a un accent aigu, on va supprimer l'accent aigu pour mettre le E simple. Vous voyez. Après, il y a la suppression des caractères spéciaux. On va éliminer les symboles, la ponctuation et les caractères spéciaux qui n'apportent pas forcément de sens ou d'informations utiles dans le contexte de l'analyse. Après, nous allons parler de la tokenisation. La tokenisation et segmentation. Donc, c'est un processus de découpage du test en unités linguistiques plus petites appelées tokens.
Vous allez ce mot token-là, je pense que c'est assez présent en technologie en général. Donc, les tokens peuvent être des mots, des phrases ou même des caractères individuellement pris. Donc, la segmentation, quant à elle, va consister à diviser le texte en phrases individuelles. Un exemple de tokenisation et de segmentation. On va, on va procéder à une tokenisation par mot. La tokenisation par mot, c'est découper le texte en mots individuels pour former une séquence de tokens. Par exemple, la phrase I am happy, je suis heureux en français, je suis heureux. On va prendre le je à part comme un token, le suis comme un token et le heureux comme un token. Maintenant, on va procéder à la tokenisation par caractère. Ça veut dire juste qu'on va découper le texte en caractères individuels pour former une séquence de tokens. Par exemple, si je prends le mot bonjour, le mot bonjour va être tokenisé. On va prendre le B à part, ça fait un token, le O comme un deuxième token, le N comme un troisième token, le J comme un quatrième token, le O encore euh, comme un cinquième token, le U comme un sixième token pardon, et le R comme un septième token. Vous voyez, je ne sais pas si c'est bien compté, mais j'espère. Vous allez me pardonner, ma population. Donc, c'est ça la tokenisation par caractère. Après, on va passer maintenant à l'étape de segmentation. La segmentation, on va procéder à une segmentation par phrase. Ça signifie juste découper le texte en phrases distinctes en utilisant les marqueurs de ponctuation tels que les points d'interrogation, d'exclamation, point virgule et tous les caractères que vous savez qui va permettre d'effectuer une segmentation. Anyway, je voudrais vous faire une analogie assez logique. Cette analogie-là, quand on a parlé tout à l'heure de tokenisation, heu, on a dit qu'on peut faire la tokenisation par mot, on peut faire la tokenisation par caractère. Vous voyez? Ça ne vous rappelle rien en grammaire? En grammaire en grammaire, oui, on faisait suffixe, préfixe, vous voyez là où je veux en venir, non? Je suis pas fort en grammaire forcément, donc j'arrête en même temps. Donc voilà. Après maintenant nous allons aborder le chapitre numéro 3 où, nous allons aborder les modèles de NLP qui sont assez populaires. Donc, on a les réseaux de neurones récurrents, qui sont en fait des modèles de réseaux de neurones qui sont particulièrement adaptés pour traiter les données séquentielles comme, des séquences de mots dans le test. Ils utilisent des boucles récurrentes pour maintenir une mémoire interne et capturer les dépendances à long terme dans les séquences. Un exemple d'application de réseau de neurones récurrents. L'abréviation de ça, c'est RNN. Donc, ne vous étonnez pas de voir dans certains livres l'abréviation RNN pour réseau de neurones récurrents. Donc, on a le modèle de langage. Je voulais donner des exemples d'application de RNN. On a les modèles de langage. Les RNN vont pouvoir être utilisés pour créer des modèles de langage qui génèrent du texte cohérent et fluide. Copy AI, ChatGPT, tout ce que vous voulez. Pour la traduction automatique, les RNN vont être largement utilisés dans le système de traduction automatique pour capturer les relations entre les mots et générer des traductions qui vont être précises. Il y a des traducteurs qui sont approximatifs, il y en a d'autres qui sont hyper précis. Donc voilà. Euh, Pensez à DeepL quand je dis traducteur automatique. Pensez à DeepL beaucoup plus. Je vous conseille d'ailleurs DeepL que Google Traduction. Google Traduction, c'est approximatif. Google et DeepL, c'est beaucoup plus précis. Après, pour les RNN, vont être utilisés aussi pour la reconnaissance de la parole. Euh, les RNN peuvent être utilisés pour convertir des enregistrements audio en discours. Ça s'appelle de la transcription. La transcription, donc vous allez pouvoir faire de la transcription de manière beaucoup plus facile avec les RNN. Euh, Maintenant, nous allons parler de quelque chose de bien, 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 bien. Nous allons parler d'attention et de transformation. Donc, je disais qu'on parlerait d'attention et de transformeuse. L'attention est un mécanisme clé utilisé dans les modèles de NLP, en particulier dans l'architecture des transformeuses.
L'attention permet au modèle de se concentrer sur des parties spécifiques du test en accordant plus ou moins d'importance à différentes parties du contexte lors du traitement des séquences. Non, les transformers, en réalité, c'est pas le film, hein. C'est une classe d'architecture de réseaux de neurones utilisée dans le domaine du traitement du langage naturel et d'autres tâches de traitement de séquences. Donc, ils ont été produits pour la première fois dans le papier Attention, Attention, anglais c'est important. Attention is all you need. L'attention est tout ce dont vous avez besoin. Et ça a été publié en 2017 par Vaswani et voilà. Depuis, les Transformers ont évolué et ils ont révolutionné le domaine de NLP. Vous voyez, NLP, c'est le traitement du langage naturel. Je vous avais dit ça déjà. Donc, c'est devenu l'un des trucs les plus importants en NLP, vous voyez. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que ça aide. Enfin, ça intervient dans de nombreuses tâches de traitement de langage naturel. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples d'applications des transformers en NLP. Déjà, pour les modèles de traduction automatique, encore et encore, encore et encore. Les transformers tels que le modèle BERT, Bidirectional Encoder Representation for Transformers, c'est en anglais, ont considérablement amélioré les performances des systèmes de traduction automatique. Donc, en fait, si vous allez sur Google et que vous tapez BERT en mode BERT, c'est un sigle. C'est un sigle. C'est Bidirectional Encoder Representation from Transformers. C'est anglais. Donc, vous allez trouver, vous allez pouvoir lire des éléments là-dessus. Moi, je peux pas totalement vous en parler. La vidéo ne serait que plus compliquée. Alors, après, on a le modèle de compréhension de test. Les transformers peuvent, euh, enfin, les transformers sont appliqués au modèle de compréhension de test et ils peuvent être utilisés pour des tâches de compréhension de test telles que la réponse aux questions en capturant les relations entre les différentes parties du test en mode GPT-4. Voilà, chers amis, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il ne reste que quelques vidéos, mais je vous en prie, restez concentrés jusqu'à la fin parce que les dernières vidéos vont être destinées à vous présenter 30 intelligences artificielles et leur application. Bon, pas leur application, mais je vais vous montrer comment utiliser ces 30 intelligences artificielles-là, one by one, et vous allez pouvoir les exploiter dans vos différents business. Comme d'habitude, ce fut un plaisir pour moi d'avoir tourné cette vidéo. Pour conclure, je dirais que le traitement du langage naturel est une discipline assez passionnante quand même et est en constante évolution. Donc voilà, c'est avec l'essor des technologies de l'intelligence artificielle, le traitement du langage naturel joue un rôle de plus en plus crucial dans de nombreux domaines de la recherche académique à l'industrie vraiment, parce que ça intervient dans tous les domaines. Donc, je vais vous laisser sur ces mots-là et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et n'oubliez surtout pas de partager. Ciao la famille.